le Canada, qui est un pays qui a un rôle important dans l'accueil de l'immigration francophone, un pays pluraliste qui désire assurer la pérennité de la langue française à travers le pays, a décidé de créer un forum également qui était mis en conjonction avec Metropolis Canada pour étudier la situation de l'immigration francophone en dehors du Québec. Cet forum se tient toujours annuellement et discute avec des intervenants qui livrent des services aux nouveaux arrivants, qui font des recherches statistiques sur la situation de l'immigration francophone au Canada et qui invitent des décideurs à tous les niveaux gouvernementaux de voir quelles sont les politiques les mieux situées pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants issus de la francophonie. C'est la raison pour laquelle c'est important et nécessaire à ce stade-ci de créer Métropolis Francophonie mondiale. Parce qu'avec la globalisation et les technologies qui rapprochent les populations francophones à travers le monde d'une manière sans parallèle, c'est extrêmement intéressant et important de présenter cette forum. Et nous sommes très fiers, comme Metropolis Canada, d'être l'organisme responsable pour inviter diverses instances de la francophonie à travers le monde de se joindre à nous pour créer ce forum Metropolis Francophonie mondiale et tenir des discussions afin d'identifier des solutions pour assurer un rapprochement entre diverses instances de la francophonie dans la pluralité que ça représente. Il demeure, de mon point de vue, toujours essentiel de suivre avec la plus grande vigilance les réalités migratoires, ce qui les cause et ce qu'il en coûte aux populations. Et cela pour mieux agir de manière stratégique face aux enjeux qui sont de taille et extrêmement préoccupants sur le plan humain. Tout particulièrement dans l'espace francophone qui rassemble des pays de départ, de transit et de destination. Et il arrive que certains pays, notamment en Afrique, soient tout cela à la fois et depuis très longtemps. Alors que j'étais secrétaire générale de la francophonie, j'ai participé, j'ai pu contribuer à la mobilisation qui s'imposait. J'ai vu combien les pays du continent, notamment européens, se braquent. Certains dressent des murs à leurs frontières, mettent en place des patrouilles anti-migrants, ouvrent très peu leurs portes, préfèrent parler de quotas et font ainsi preuve d'une totale amnésie, oubliant leur propre histoire de migration et d'exode intercontinental, mais aussi vers les Amériques. Et le Canada, qui a accueilli des millions d'Européens en quête d'asile et d'un avenir meilleur, peut en témoigner. La chancelière allemande Angela Merkel est celle qui, à cet égard, a fait preuve d'un très grand humanisme. Mais elle en a aussi payé le prix politiquement, sous les attaques des groupes d'extrême droite. Des collectivités italiennes ont agi avec cœur, mais se sont trouvées esseulées. Alors, nous voyons l'inaction de la communauté internationale face au sort fait aux migrants et réfugiés, violence, trafic humain, y compris marché d'esclaves. L'ONU a effectué un travail considérable qui a produit le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le tout premier accord global sur une approche commune des migrations internationales dans toutes ses dimensions. Mais ce pacte mondial pour la migration est juridiquement non contraignant. Alors je demeure persuadée que l'urgence et la solution sont dans le renforcement de la coopération. Plus d'investissements et de partenariats stratégiques en faveur de la paix, de la démocratie, du développement humain et économique, inclusif et durable, aux côtés des pays qui voient leur jeunesse, des hommes, des femmes et des enfants par centaines de milliers qui, au péril de leur vie, prennent désespérément les chemins les plus dangereux de l'exil forcé, faute de stabilité, faute de sécurité ou de possibilités pour une vie décente dans leur pays. Se réunir entre pays de la francophonie pour réfléchir aux effets sans précédent de la COVID-19 sur les politiques d'immigration et d'accueil de nouveaux arrivants, faire front commun pour agir, partager expériences et meilleures pratiques, m'apparaît très important. C'est ce que j'ai favorisé et mis en œuvre avec la plus grande énergie alors que je présidais les instances de la francophonie et aidait à mettre en place des programmes. En témoignant même de ma propre expérience, étant moi-même avec ma famille, comme des milliers d'autres,
passés par là, ayant vécu cette détresse, cette fuite forcée vers l'inconnu, dans des circonstances dramatiques de vie ou de mort. J'ai souvent été à l'ONU lors de réunions de haut niveau sur les questions migratoires, la seule capable de dire, pour moi, ce ne sont pas des statistiques, ce ne sont pas des données. Je suis passée par là. Je sais ce que représente cette épreuve, ce qu'il nous a fallu et ce qui a fait la différence pour que nous nous en sortions. Il s'agit d'un devoir fondamental de solidarité, mais aussi d'assistance à personnes en danger, menacées dans leurs droits. Donc, inclure à la table de discussion des personnes qui d'emblée peuvent parler d'expérience et qui travaillent sur le terrain est capital. Il n'est pas étonnant de voir, par exemple, que ce sont les associations des communautés issues de l'immigration qui disent le mieux les impacts de la COVID-19 sur les politiques d'immigration et d'accueil des nouveaux arrivants, qui sont les populations les plus vulnérables. L'établissement d'un réseau de partenaires œuvrant dans le domaine de l'immigration et provenant des divers pays de la francophonie mondiale pour échanger régulièrement et sur le long terme sur les défis que pose la migration dans le monde francophone me semble crucial pour combattre d'une part l'indifférence et pour agir en contre-feu également face aux mouvements populistes d'extrême droite, xénophobes et anti-immigration qui gagnent du terrain et qui infiltrent même les partis politiques jusqu'à inviter leur propre position au cœur des débats et des campagnes électorales. Nous l'avons vécu au Canada. Certains se hissent jusqu'au pouvoir, nous le voyons. Et cela est très inquiétant, voire déstabilisant. L'espace francophone en est un, au départ, de très grande diversité, de traits de civilisation multiples au cœur même des nations. Mais il rassemble aussi, l'espace francophone, des peuples des 5 continents autour d'une langue et souvent d'une histoire en héritage et en partage. La francophonie est aussi un espace de mobilité et de migration, dont les pays peuvent tirer une force, notamment de coopération. Mieux encore lorsqu'ils se sortent du carcan néocolonial et qu'ils établissent une dynamique de réciprocité bien inscrite et adossée aux valeurs et à la vision d'un humanisme universel. Or, ce sont ces valeurs de reconnaissance mutuelle et de coexistence dans la diversité qui est une profonde richesse et non un problème, qui permettent de formuler et mettre en œuvre les meilleurs modèles, les meilleures pratiques d'intégration des nouveaux arrivants. Et ce dont il s'agit n'est pas d'assimilation, mais de rencontre des cultures, de mise en commun de nos expériences, de pollinisation et d'interculturalité pour un vivre ensemble riche de tout ce qui nous distingue. Or, ces bonnes pratiques foisonnent aussi dans les pays francophones et nous tirerons le meilleur en les mettant en commun. Le racisme ne manque pas d'empoisonner nos sociétés. Et il s'inscrit dans une histoire également de colonisation, portée par une idéologie de domination, de conquête, de division, de suprématie des uns par rapport aux autres, d'infériorisation et de dépossession, dont on ne se sort pas indemne. Il faut désamorcer le déni du racisme, qui est tout aussi dévastateur que le racisme lui-même, faire comprendre les faits de l'histoire volontairement masqués et ce que cet héritage produit encore sur nous, dans nos rapports. Cette prise de conscience est essentielle pour éradiquer la discrimination raciale systémique et insidieuse qui affecte nos vies et nos rapports les uns avec les autres. Donc, il est temps d'avoir une conversation autour de la migration, de l'immigration, qui est un des enjeux clés du 21e siècle. Le Congrès Métropolis Francophonie mondiale va traiter de ces questions importantes lors de sa prochaine conférence. Vous savez, dans l'espace francophone, on constate énormément de migration et d'immigration. Dans le contexte canadien, on se penche beaucoup sur l'importance de l'immigration pour assurer la pérennité de nos communautés. Dans cette période COVID et pandémie, on doit aussi réfléchir à l'après-pandémie, de l'impact de la pandémie sur l'immigration sur l'immigration et les trajectoires migratoires à travers la francophonie. Il est aussi important pour la francophonie de se pencher sur la spécificité
et les particularités de l'immigration qui la touchent plus particulièrement. La francophonie est un espace en croissance, c'est un espace qui est en train de se développer, de s'épanouir. Donc, comment est-ce que l'immigration peut contribuer à cet essor? Donc, lors de la conférence métropolitaine francophonie mondiale, on va se pencher sur ces questions. Donc, ce qui est important, c'est de se rappeler que nous sommes tous des pays d'immigrants. Donc, il est important de se rappeler que lorsqu'on décide d'émigrer, lorsqu'on décide de quitter son pays pour un autre pays, c'est un choix de vie, c'est un projet de vie très, très personnel. Et on doit être tout à fait très conscient du côté personnel de choisir de quitter son pays. D'où l'importance d'avoir des stratégies d'accueil qui répondent aux réels besoins des immigrants et des immigrantes. Je pense qu'il y a certainement matière pour de la coopération, des échanges, d'apprentissage, de la réflexion. Si on tient compte de la mécanique et des mouvements migratoires. Donc, on a ce que j'appellerais des pays, des bassins où il y a un capital humain intéressé à bouger vers des pays les pays qui les tentent de la francophonie. Donc, si on s'intéresse déjà à cette mécanique entre chercheurs de divers horizons, je pense que ça compléterait beaucoup la perspective que nous avons, du moins ici au Canada. Les gens arrivent, les immigrants arrivent, puis nous tentons de répondre à leurs besoins selon un modèle que je trouve standard, rigide, alors que nous avons des êtres humains derrière, avec des parcours différents, des aspirations différentes. Donc, si de l'autre côté, il y a des chercheurs qui peuvent apporter cette réflexion, c'est qu'est-ce qui intéresse finalement les candidats à l'immigration ou les immigrants? C'est quoi leurs aspirations? Si on connaît mieux ce parcours-là, je pense qu'on saura mieux définir, les aider à identifier leurs besoins et les accompagner dans ce sens. Les accompagner, bien entendu, dans un processus d'intégration, rétention, mais rétention, quand je dis rétention, c'est vraiment inclusion, à faire partie prenante de la communauté d'accueil. Donc, c'est certain que oui, il y aura certainement des aspects très positifs, je pense, pour une coopération internationale ou la mise sur pied d'un réseau international. Puis, je pense aussi, j'ai pas beaucoup d'idées, mais je pense que comme toute innovation, en général, on se donne des objectifs, mais parfois, quand on commence à travailler, on peut atteindre ces objectifs, c'est certain. On peut les atteindre partiellement, mais on peut encore trouver d'autres choses qui peuvent être très, très intéressantes aussi. Donc, il faut pas négliger cet aspect-là. Des effets secondaires qui peuvent devenir vraiment, primordial par la suite, qui peuvent s'avérer importants. Il y a l'aspect langue commune qui est abordé. C'est certainement un aspect qui est très important en francophonie. Et parce que peut-être que les immigrants viennent de pays déjà francophones où le français est largement parlé, comme en Afrique, comme dans le Sahel, par exemple. Et ils arrivent ici, donc la langue est minoritaire. Et puis, il faut se poser les questions aussi. Pourquoi les gens auraient tendance à opter pour une langue minoritaire? Il y a ce travail-là à faire et je pense qu'il y a des chercheurs canadiens qui s'intéressent à cette question. Et en parlant de la langue, puis quand je vois aussi la composition des immigrants qui viennent, les immigrants d'expression française qui nous viennent au Canada, en tout cas à l'extérieur du Québec, on voit que le bassin africain est de plus en plus important. Donc, ce n'est plus à démontrer. Le bassin africain, c'est vraiment
un bassin potentiel pour l'immigration. Puis quand on réfléchit un petit peu, on se rend vite compte que la langue française, pour beaucoup, c'était la langue du colon. Donc, est-ce que toutes ces personnes, tu sais, on prend en compte, on veut plus parler de politique, on prend en compte, tu sais, le parcours des personnes, puis leur parcours, leur vécu. On revient aussi à leur histoire, parce qu'ils la transportent aussi avec eux. Puis, donc, il y a est-ce que dans leur cheminement, ils ont fait la paix peut-être en eux-mêmes avec la langue? Est-ce que ce cheminement a été fait? Que représente finalement la langue française pour eux? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la culture? Il y a tant de choses aussi qui peuvent rentrer en jeu. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à explorer. Maintenant, parlant de racisme, moi, je dirais que le racisme, c'est un enjeu universel. Je pense pas que ça a une identité, une couleur, une langue. Est-ce qu'il y a plus de racisme dans les communautés minoritaires que dans les communautés linguistiquement majoritaires? Je ne le pense pas. Mais je pense que dans les communautés minoritaires, c'est facile de zoomer, puis tout ce qui se fait négatif, ça se voit très vite. C'est très vite rapporté par la presse. Les faits peuvent être déformés, exacerbés, puis ça fait pas nécessairement de bien aux communautés minoritaires. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut relativiser, mais je pense que le Canada, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Le Canada, c'est un pays qui veut l'immigration, qui a besoin de l'immigration, qui a une politique en immigration, contrairement aux pays européens qui subissent l'immigration, on va dire. Mais si on veut faire l'immigration, il y a d'abord quelque chose qu'il faut faire, je pense, dans une politique d'immigration, c'est de préparer les citoyens canadiens. Il devrait y avoir un travail à faire sur les communautés d'accueil, les préparer à être plus accueillantes, plus inclusives. Et maintenant, c'est certainement que les meilleures pratiques, je dirais, c'est en faisant qu'on devient meilleur. Donc, je sais pas s'il y a des pratiques antiracistes plus prometteuses que d'autres. La réflexion a lieu, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, elles sont toutes pertinentes, il y a des pratiques qui se font, mais moi je dirais plus, tu sais, je m'intéresse plus à l'inclusion, on va dire. C'est ces frontières-là qu'il faut peut-être essayer d'abattre. OK. Bonjour. Le thème dont nous discutons aujourd'hui, la question des migrations dans l'univers. Je vais recommencer, OK? Pas de problème. Bonjour. On se pose souvent la question de savoir quelle est la pertinence d'étudier les phénomènes migratoires à l'intérieur d'un espace linguistique, comme par exemple celui de la francophonie. D'ailleurs, en 1987, il y avait eu un séminaire scientifique qui avait été organisé par le ministère de l'Immigration du Québec dans le cadre de la francophonie sur justement l'immigration et francophonie. Et à l'époque, on m'avait demandé de faire la conférence de fermeture, puis j'avais répondu à la question sur la pertinence d'avoir de relier ces migrations dans l'espace francophone. Et j'avais été assez négatif à l'époque en disant que l'immigration internationale était vraiment maintenant un enjeu mondial et que c'était pas et que la plupart des pays font face à peu près au même dilemme, des changements démographiques importants, des besoins de main-d'œuvre, avec donc des réticences de la population face à la menace supposément culturelle et sociale qui viendrait de l'immigration. Mais depuis, j'ai nuancé mes propos. Je pense qu'en termes de spécificité, je
pense qu'il y a deux aspects importants qu'on peut mentionner. Le premier, c'est en termes de modèle d'intégration. Je pense que on a l'occasion à l'intérieur du monde francophone d'avoir des modèles d'intégration fort différents. Je pense au modèle républicain, hein, qui est le modèle de la France, qui est un modèle qui, jusqu'à un certain point, met cache un peu les liens avec les groupes ethniques pour dire que tout le monde est citoyen, donc on parle pas beaucoup des questions multiculturelles, alors que le modèle multiculturel est plus proche de celui du Canada, et on pourrait même rajouter le modèle interculturel qui concerne le Québec. Et je pense que là, on a l'occasion, à l'intérieur du monde francophone, d'échanger des résultats de recherche pour comparer un peu ces modèles, et je dirais, ce qui est intéressant dans la comparaison, c'est d'identifier les meilleures pratiques. Hein. Quels sont les résultats, finalement, du fait d'adopter des modèles assez différents d'intégration. Et je pense en particulier à la laïcité, hein, qui est un phénomène qui est très discuté dans le monde francophone, et c'est intéressant de voir un peu ce qui se fait en France ou dans tous les pays de la francophonie, y compris au Québec. Je pense qu'en termes de politique d'immigration aussi, qui est le deuxième aspect qui est intéressant à l'intérieur du monde francophone, c'est qu'on on est témoin de politiques d'immigration assez différentes, qui sont d'ailleurs liées au modèle d'intégration. Le Canada, par exemple, a un système de points, de sélection des immigrants à partir d'une grille de points, alors que ça n'existe pas en France ou dans d'autres pays de francophonie. Et ce qui fait que là aussi, c'est intéressant de voir un peu l'impact du fait qu'il y ait des politiques d'immigration différentes dans ce monde, et voir un peu l'impact que ça peut avoir sur l'intégration et sur les économies, les sociétés des pays en question. Il y a aussi, au niveau politique, cette question de fermeture puis d'ouverture des frontières. On sait qu'en Europe, il y a une tendance à une fermeture assez radicale des frontières, ce qui n'est pas nécessairement le cas du Québec et du Canada. Donc, là aussi, il y a matière à réflexion pour voir quels sont les impacts de ces diverses approches, parfois radicalement différentes à l'intérieur du monde francophone. Si on veut être plus spécifique encore, évidemment, puisqu'on parle d'un groupe linguistique, hein, la francophonie, l'intégration linguistique pourrait être au cœur des préoccupations dans toute recherche ou toute interrogation sur les liens entre migration et francophonie. J'ajouterais un troisième élément peut-être qui est, encore une fois, un peu spécifique au monde francophone. En tout cas, si les pays veulent faire des recrutements en tenant compte de la francophonie, comme c'est le cas du Canada, par exemple, et le Québec, qui veulent favoriser une plus grande immigration francophone, il faut se rendre compte que cette immigration viendra essentiellement de l'Afrique. Et je pense que le rôle de l'Afrique à l'intérieur du monde francophone dans la question des migrations est central. Je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Et là aussi, il y a des comparaisons intéressantes à faire entre un pays comme la France qui a un passé colonialiste important en Afrique, alors que ce n'est pas le cas du Canada. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de passé colonialiste au Canada parce qu'il y a eu des formes de colonialisme interne avec les populations autochtones, mais on a là aussi une question fort importante en mettant l'Afrique au centre des préoccupations, et ça va nous amener forcément à parler des questions des réfugiés, qui est incontournable actuellement dans notre monde. Alors, voilà un peu ce que j'aurais à dire sur la pertinence de considérer les migrations dans un contexte de francophonie, malgré évidemment la forte tendance à la globalisation, à la mondialisation. Voilà, merci. Le Metropolis Francophonie mondiale, quelle est la pertinence d'entamer une réflexion stratégique? Pour moi, quelques données de base expliquent la très grande pertinence d'entamer une réflexion stratégique sur les enjeux touchant les flux migratoires dans l'espace francophone. Tout d'abord,
le français est la 5e langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. La population francophone connaît et va continuer de connaître une progression très rapide. Il est estimé que la population des francophones dans le monde passera de 300 millions en 2018 à près de 750 millions en 2070. La francophonie mondiale va donc croître plus rapidement que plusieurs d'autres groupes démolinguistiques. Il est très clair pour moi que les mouvements migratoires francophones vont également s'accroître et il est donc de plus en plus important de se pencher sur ce phénomène qui a ses particularités. Nous pouvons poser l'hypothèse que la richesse et la diversité culturelle de la francophonie internationale va générer de nouvelles réalités au sein de pays d'accueil. Enfin, nous pouvons aussi supposer que la productivité et les marchés croissants de certains pays francophones, notamment en Afrique, pourraient pousser le français parmi les langues du commerce international, du mouvement des biens et des travailleurs. Et parmi tous les pays, et notamment les pays francophones, le Canada a les programmes gouvernementaux d'intégration les plus élaborés et les plus ambitieux. En plus d'avoir une stratégie en immigration francophone endossée par notre ministre, le Canada détient un grand nombre de pratiques exemplaires, notamment au sein de son parcours d'intégration francophone. Ce parcours, qui est une programmation francophone formalisée et adaptée, vise à répondre aux besoins spécifiques de la clientèle immigrante francophone et aux besoins des communautés d'accueil francophones hors Québec. Cette stratégie et ce parcours en constante évolution devraient être d'intérêt au cours des prochaines années sur la scène internationale. Et IRCC ne demande qu'à partager ses connaissances et apprendre de ses alliés francophones des autres États francophones. Nous avons surtout beaucoup à partager, mais la situation du français au Canada, au Québec, est particulière et voire précaire. Il est donc primordial pour nous que les nouveaux arrivants francophones conservent et améliorent même au besoin leur français. Il est aussi important pour les nouveaux arrivants francophones qu'ils apprennent l'anglais, l'autre langue officielle au Canada. C'est important notamment pour leur intégration économique. Vous devez savoir que le poids démographique de la population francophone à l'extérieur de Québec, selon la première langue officielle parlée, était de 6,6% en 1971 et seulement de 3,9% en 2011. Ce poids pourrait, selon de récentes projections effectuées par Statistique Canada, baiser tristement à 3% d'ici 2036. De plus, d'autres considérations, la présence d'un grand nombre de Canadiens bilingues est non seulement essentielle au bon fonctionnement des institutions fédérales, mais elle constitue aussi un gage de cohésion sociale au sein de la société canadienne. Et à un tout autre niveau, il est clair pour moi que la migration francophone vers le Canada aidera notre pays à atteindre, en même temps, ses très ambitieux objectifs en matière d'immigration totale, soit 401 000 nouveaux arrivants cette année. Sa cible
de 4,4% d'immigrants francophones d'ici 2023. Et finalement, et très important, une récupération économique plus rapide suite à la pandémie. Pour conclure, comme vous le savez, le 20 mars est la Journée internationale de la francophonie. Nous allons célébrer cette francophonie mondiale vibrante et porteuse d'avenir pour la langue française. Nous allons célébrer aussi le fait que l'immigration francophone au Canada est d'une importance capitale pour soutenir les efforts de notre gouvernement de maintenir, voire augmenter le poids démographique des communautés francophones au Canada et assurer la vitalité à long terme de la francophonie canadienne au sein d'une francophonie mondiale en pleine progression. Merci beaucoup.